Bonjour, moi je m'appelle Gabrielle Boutillier et je suis une membre de l'Orchestre d'Hommes Orchestres avec mes collègues ici présents. Moi, c'est Dania Hoffman. Et moi, c'est Bruno Bouchard. Il y a aussi Jasmin Cloutier, Simon Drouin, Simon Elmaleh et Nadine Lizotte qui font partie du collectif. Et on travaille avec plein d'autres gens régulièrement qui sont nos amis, qu'on ne nommera pas, ça fait beaucoup de monde. Et puis, l'Orchestre d'Hommes Orchestres, c'est un collectif de recherche et de production en art vivant. On est basé à Québec. Le collectif existe depuis 2002. C'est flou un peu le début, là, au début des années 2000, 2000-2002 à peu près. Et on a commencé à faire de la musique et à se demander comment on pouvait, d'une certaine manière, insérer, injecter d'autres formes de langage dans le fait de réaliser une musique ensemble. Donc, toute une réflexion sur l'écriture scénique de l'interprétation de la musique qui a donné lieu à toutes sortes de spectacles au fil du temps avec des formats et des formes super différentes. On a travaillé pour l'espace public, mais aussi pour la scène, de toutes sortes de manières, avec des plus petits spectacles, des plus gros spectacles. On a travaillé in situ sur certaines affaires. On a travaillé en tournée à l'international dans des théâtres pour d'autres projets. Donc, c'est un petit peu, même pour nous, c'est un peu difficile de résumer ce que c'est que l'Orchestre d'Hommes Orchestres. C'est ce que ça devient dans son chemin. On ne s'est jamais choisi pour notre histoire. C'est pas ça qui a fait qu'on s'est réunis. On s'est réunis pour des raisons beaucoup plus hasardeuses. Mais ça donne qu'on a des chemins très, très, très différents, chacun de nous, autant en musique que tout le monde a fait de la musique, tout le monde a pratiqué beaucoup d'autres arts et même métiers, en fait. Et je pense que c'est un intérêt d'ouvrir l'idée de la performance musicale à d'autres choses, certainement, qui nous a réunis. Puis après ça, ça a débordé de la musique aussi. C'est vrai que la musique est très présente, mais ça a rapidement aussi débordé de la musique. Il y a une chose qu'on cherche beaucoup dans les choix qu'on fait d'activités de performance, c'est d'activer le présent le plus possible. Donc, on va suggérer des fictions, mais on ne va pas travailler à forcer des fictions. On va travailler à ce que le réel soit le plus tangible possible. Donc, on va tendre vers un théâtre d'action concrète, toutes les théories de la performance, mais intégré à toute une autre orchestration de disciplines, activée par le vivant. Même une installation, il va se dégager l'idée du vivant. Qu'est-ce qu'elle provoque comme instant présent vivant? Qu'est-ce qu'elle a comme animisme, finalement? Donc, ce genre de choses. Définitivement, la notion d'art vivant telle qu'elle est généralement comprise fait partie de notre travail. C'est ce qui est un travail qui repose vraiment sur la présence et le geste des performeurs. On n'est pas tant dans une approche de jeu, mais plus dans une approche d'expérience, en fait, même en situation de performance. Puis ça, je pense que ça caractérise beaucoup le résultat, mais aussi notre intention, puis le chemin qu'on a vers le résultat, de toujours travailler sur la corde raide de quelque chose de vivant qui peut ne pas marcher comme prévu, ne pas donner ce à quoi on s'attendait, qui va dépendre aussi un peu de l'état dans lequel on se trouve au moment où on fait le geste, etc. Donc, on est dans la définition générale des arts vivants, mais on est un pas plus loin dans l'idée de servir le vivant dans notre façon de travailler. Puis je dirais qu'il y a peut-être pour moi, une autre dimension, peut-être un peu plus philosophique, mais l'idée que l'art lui-même est un peu vivant dans cette affaire-là, parce que c'est pas juste nous qui commandons quelque chose qu'on va réaliser, parce qu'il y a une espèce de dialogue entre nous et la forme qu'on travaille en permanence dans notre façon de travailler, qui fait que des fois, on a un peu l'impression que
cette forme-là a sa propre volonté, a sa propre vie. Et on va donc souvent être dans une espèce de corps à corps avec les formes qu'on travaille sur très longtemps par rapport à peut-être d'autres artistes qui ont une idée assez précise et dont le travail va être de concrétiser une idée qui était précise au départ. Nous, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est quelque chose qui est sur du long terme, là, sur des années, puis on parle là 5, 7 ans, des fois même. C'est vraiment du très long terme. Et à un moment donné, les formes sont rendues là où elles voulaient aller et elles s'arrêtent et elles nous le disent, en fait. Ça y est, je suis rendue. Donc, c'est un processus qu'on a expérimenté à plusieurs reprises. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a souhaité, c'est juste quelque chose qu'on subit d'une certaine manière, qui est un peu le résultat de notre posture philosophique de départ et de notre approche après. Quand est-ce que c'est une partition? Quand est-ce que c'est un canevas? Quand est-ce que c'est libre? Quand est-ce qu'on a écrit? Ça a été difficile pour nous d'essayer de savoir c'est quoi une partition. En fait, nous, nos partitions, c'est de l'archivage. Une fois que le spectacle est prêt, on est capable de noter par après qu'est-ce qu'on a fait, puis en faire une partition. On parle d'écriture scénique, mais on n'écrit pas ce qu'on fait. On parle de partitions de déplacement, mais ils ne sont pas notés, sont intégrés. Puis ça dépend des spectacles aussi. Quand c'est une création peut-être un peu plus collégiale, tout le monde avance un peu à sa manière et la partition individuelle et collective se fait en même temps, mais des fois, on porte un projet plus personnellement, où est-ce que là, on a une idée qu'on veut essayer, puis là, ben, on l'organise, on essaie de voir qu'est-ce que tout le monde va faire, puis là, on transmet ça. Une fois qu'on a certaines musiques, certaines actions qu'on veut placer, bien là, on le met, on joue avec nos cases pour voir qu'est-ce qui peut arriver en même temps, qu'est-ce qui va arriver à sa destinée, à quel moment. Des fois, on les découpe carrément puis on joue avec nos cases. Il y a des fouillis de listes incroyables. Il y a des, tu sais, on se fait des partitions à chaque nouvelle rencontre. On invente des nouvelles partitions. Des fois, on prépare des idées, c'est des stimuli pour développer l'idée. Après ça, il y a des constats à la fin du travail. Ce constat-là devient la prochaine partition pour la prochaine exercice. Et finalement, elle est en mouvance constamment. Donc, tu sais, il y a des grilles Excel et des grilles Excel et des listes et des listes et des listes. Il y a certains événements, il y a des moments, là, le plus pertinent, je pense, par rapport pour observation, c'est peut-être à un moment donné où chacune des disciplines est synthétisée en un mot. Là, on a toutes les disciplines qui s'en vont sur un timeline, puis on marque tout ce qui se passe en même temps. Puis des fois, il y a des trucs qui durent 2 tableaux, des fois. Mais tu sais, c'est des repères, parce que pour de vrai, quelqu'un va porter beaucoup plus de complexité et de subtilité dans son action que ce que ce résumé-là va faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est un canevas à la Commedia dell'arte nécessairement non plus. On n'improvise pas. Ça, c'est un constat qu'on a fait tout à l'heure qui était quand même important. On parlait de la différence entre improvisation et liberté tantôt. Il y a une grande liberté d'interprétation, mais le scénario, même s'il va se développer sur 7 ans, lorsqu'on l'exécute, il est super structuré et on n'en déroge pas. Il n'y aura pas de développement de récit soudain, il n'y aura pas d'extrapolation d'une idée soudaine pendant l'événement. Et de cette façon-là, on est quand même assez strict, telle une écriture musicale, dans notre écriture scénique. On est quand même... on n'est pas des gens qui... On n'est pas dans le processus qu'on a eu à date. Les seules fois qu'on a développé avec improvisation, c'était un événement qui n'était pas du tout sur l'idée d'un timeline. Donc, c'était Convoi, qui est un endroit qui était un environnement structuré avec des véhicules, puis c'est des entrées-sorts. C'était un peu plus social. On était là ensemble, on avait préparé des stations où les gens pouvaient vivre des choses, puis on passait un moment ensemble. Puis il y avait un autre événement où on avait préparé une boucle de 7 minutes musicale, puis on le refaisait pendant 2 heures. C'était à 20 musiciens. Et ça, on se dictait dans l'oreille nous-mêmes des nouvelles façons de jouer avec la boucle. Et il y avait
Là, il y avait l'idée de l'improvisation et du développement spontané prévu à même la partition, mais c'était un jeu auquel on voulait s'adonner, mais c'était pour cet événement-là. Normalement, on est assez, c'est assez écrit. On a des points de rencontre très, très précis entre les musiques et les actions. Alors, le moindrement que quelqu'un voudrait partir de son bord, tout le monde est largué. Alors, cette écriture-là est très, très, très précise. Ensuite, bien, comme disait Bruno, c'est plus une question de liberté d'interprétation que l'impro dans le temps. Puis l'idée de la règle de jeu, puis de la liberté sur scène en tant qu'interprète, c'est ce qui donne la grande impression de chaos à tout le monde. Tout le monde a l'impression que c'est le bordel, mais finalement, on a passé au travers à une vitesse incroyable et tout est super organisé. Mais c'est parce que nous, on est là, on s'amuse à ça, puis on est content, puis on est un peu désinvolte dans notre façon d'être sur scène. Fait qu'il y a une impression de chaos et de désorganisation. Puis il y en a il y a une désorganisation certaine dans le magma d'idées réunies, mais il n'y en a pas une dans la façon de les faire avancer et de se structurer. Il y a différentes façons d'intégrer des collaborateurs. Il y a des situations, par exemple, quand on a fait Cabaret Brise-Jour, on a travaillé à 8 performeurs. Donc, au-delà de l'équipe de 6 performeurs régulières de l'orchestre, il y a eu deux performeurs qui sont venus travailler avec nous. Ils ont été intégrés plus tôt dans le processus quand même parce qu'il fallait travailler avec eux la musique, les performances, etc. Mais dans le cas, par exemple, de 150 cabanes, qui est un spectacle qui mettait en branle une cinquantaine de performeurs, il y a eu, pour ainsi dire, aucune répétition parce qu'en fait, on les a juste bien préparés, c'est-à-dire on leur a envoyé la boucle musicale d'avance en leur expliquant comme il faut comment elle se partitionnait, entre guillemets. J'aime bien utiliser le mot partition aujourd'hui. Et on a indiqué comme il faut à chacun, dans le fond, dans la ligne de tes actions, bien, ça doit opérer ici, se transformer ici, le mouvement doit se faire là. Et donc, on s'est juste assuré que chacun avait une feuille de route extrêmement claire. Puis après, nous, ça va, c'est-à-dire que ce qu'on a à mettre en place était mis en place avec ça, puis on lance la bouteille à la mer, puis ça opère tout seul. Donc, là aussi, c'est quelque chose d'un peu particulier parce que je pense que des fois, les gens voient notre travail puis ils se disent « Mais mon Dieu, ça doit être des heures et des heures et des heures et des heures de répétition. » Mais même pour nous, on ne répète pas, on réunionne. On fait des grandes réunions interminables autour d'une table. On a la grille dans notre tête. On a la grille avec, par exemple, la trame de cuisine, la vitesse à laquelle le poulet doit cuire, la trame de musique, la trame d'action de qui va où à ce moment-là, qui va laisser le couteau à tel endroit sur scène pour qu'il puisse être utilisé pour faire telle action après par une autre personne. Ça, on l'a tout dans notre tête, puis on s'assure avant de partir que tout le monde sait ce qu'il y a à faire, mais on ne répète pas tant. C'est ça qui est particulier parce que puis c'est là que je prends conscience là, en temps réel à quel point, oui, il y en a une partition et qu'elle est très précise parce que ça nous permet de ne pas répéter parce qu'on sait très, très bien où est-ce qu'on s'en va. Quand on démarre, on sait où on s'en va. Fait que ça nous permet de faire des choses hyper complexes avec une ou deux répétitions. C'est comme si on travaillait plus à des ouvertures qu'à des fermetures dans le sens. Ceci dit, on va souvent forcer les choses. On travaille beaucoup en bricolage, en agencement, en superposition, juxtaposition. Puis on va peaufiner les choses pour qu'elles tiennent ensemble, mais qu'elles résonnent fortement les unes sur les autres. Donc, pour garder l'exemple de 150 cabanes qui vont en être un bon, mais c'est bon pour tout notre processus créatif. C'est qu'à un moment, il y a eu des idées de tableaux, de tableaux vivants, de performances, d'actions qui étaient complètement autonomes, qui étaient désirées pour ce qu'elles sont, qui, à un moment donné, étaient sur ces musiques-là. Puis là, il fallait... On les agençait. Elles prenaient un sens en étant réunies.
finalement, c'est pas toujours, ça veut pas toujours porter un même sens. Ça prend un sens en étant réunis. Absolument. C'est drôle que Bruno dise ça maintenant. Moi, c'est une idée qui m'est venue en amont dans la même discussion qu'on a là. L'idée que c'est le sens que prennent les choses lorsqu'elles se croisent, lorsqu'elles se rencontrent, qui est peut-être la clé de voûte de notre travail. Oui, puis ça, c'est dans le processus créatif. Puis, comme dit Gabriel, il y a un 5-7 ans où ces affaires-là se peaufinent, il y a de la liberté tranquillement, la partition se resserre, mais plus elle se resserre, plus on est capable de travailler l'expression du détail et plus il y a encore beaucoup de choix qui sont faits. Et à un moment donné, les choix deviennent individuels, deviennent aux porteurs de partition. Donc, il y a une liberté d'interprétation qui devient en écriture elle-même aussi pendant un temps et qui, à un moment donné, s'arrête par le performeur lui-même. Il a développé une identité via son identité à lui. Et un jour, lorsqu'elle est terminée, on est capable de trouver un remplaçant, si on a besoin, un remplaçant qui va pouvoir exécuter une partition qui possède ses zones de liberté d'expression aussi, mais qui est assez détaillée pour être chorégraphiquement reproduisible finalement, mais pas nécessairement reproduisible dans l'intention. L'intention est traduite dans le choix d'action, dans le choix de règles de jeu. C'est-à-dire, ta règle de jeu, ça va être qu'on va t'attacher une main avec une corde puis qu'on va te tirer la main. Puis là, toi, joue comme tu veux avec ça, mais la règle de jeu va être la même puis le tableau ne pourra pas changer parce que le jeu, il est là. T'sais. Mais toi, en tant que performeur, après, tu chantes ta chanson pendant qu'on te tire la main puis il y a une autre règle de jeu qui est tu chantes la chanson dans une canne de conserve pour avoir un thème de voix qu'on veut. Ça non plus, ça ne change pas. Mais toi, après, tu peux le porter comme tu veux en tant que personne. Avec la contrainte, on est obligé d'être réellement dans ce qui se passe parce qu'il faut engager le corps pour combattre un peu la contrainte, puis il faut en même temps livrer un message qui est attendu. Donc, il y a cette espèce de combat intérieur-là qui donne toujours une vérité extraordinaire et qu'on adore. Pour moi, il y a quelque chose de pratique, si on veut. Ça nous occupe sur scène par rapport à notre présence scénique. Si tu es en train de jouer d'un instrument, tu n'as pas le choix d'être un peu vrai. Tu n'as pas le choix d'être vraiment en train de faire quelque chose de pratique. Puis là, ben, on essaie de faire quelque chose en même temps. Donc, veut pas, ton cerveau est divisé en deux. Des fois, il y a du cafouillage d'un bord ou de l'autre. Et puis, l'aspect performatif de jouer de la musique en faisant quelque chose d'autre est intéressant. Ben, on n'est pas tout à fait des experts de notre manière de créer, mais on va faire notre possible pour vous en parler. Parce que ça nous dépasse toujours un petit peu, on ne comprend pas tout le temps c'est quoi les chemins, mais on fait notre possible. Puis certainement, la musique a un rôle absolument structurant pour toutes sortes de raisons. Ce que Dania exprime là par rapport au fait que, puis là ça m'a fait rire quand elle a dit « ça coupe notre cerveau en deux », là on touche à la notion informatique de partitionner un disque dur, par exemple. Alors, on est dans une certaine partition aussi, on dédie un certain pourcentage de notre présence à faire de la musique et un autre pourcentage de notre présence à faire autre chose. Et je pense que ça opère pas mal dans notre façon de travailler. Mais aussi, la musique, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient créer une durée. Donc, une espèce d'espace-temps, d'une certaine manière, qui va avoir un grand rôle dramatiquement. On a un début, on a une fin à quelque chose et il faut habiter cet espace-là. Donc, juste par le fait de gérer le temps de notre occupation d'un espace, la musique vient jouer un très grand rôle. Et elle va avoir un peu le rôle de créer une certaine courbe dramatique aussi à laquelle les actions performatives, les objets, les gestuels vont répondre, vont faire écho. Donc, on peut aussi comme déjouer
la fréquence ou l'espèce d'intention qu'une musique pourrait suggérer avec quelque chose qui va complètement dans une autre direction, ou au contraire, la renforcer en allant avec le geste un peu dans le même sens que la musique. Ça nous permet d'avoir une espèce de super pouvoir là, sur la courbe dramatique de notre affaire. Et là, on parle zéro de psychologie, là. On n'a aucun développement psychologique dans notre approche et pourtant, on arrive à vraiment moduler une courbe d'intensité dramatique dans un spectacle. Après ça, la musique a servi. Elle a servi à structurer de l'écriture, mais de plusieurs manières différentes. Nos premiers spectacles, Joue à Tom Waits, puis Cabaret Brise-Jour et autres Manivelles. Y a-t-il encore autres Manivelles dans le titre? Je ne me rappelle plus. Cabaret Brise-Jour, ce spectacle Scott Weill, étaient des spectacles qui étaient construits sur l'idée du spectacle numéro, en fait, du récital musical avec des pièces de musique. Et donc, théâtralement ou dramaturgiquement parlant, c'était la structure sur laquelle on était et avec laquelle on jouait. Un genre de setlist avec une courbe d'intention musicale. Fait que là, on avait une première partition, mettons, ou un premier canevas, un premier frame d'écriture qui était des boîtes qui avancent une après l'autre. Puis par boîte, on rentre dans des univers, un peu à la manière du tableau vivant en art visuel, dont on s'est inspiré un peu pour aller dans des mises en scène. Des fois, c'est des mises en scène beaucoup plus mécaniques. Écoute, on pourrait nommer plein d'influences, que ce soit grotowskienne ou whatever, tu sais, mais on n'a pas besoin d'aller là nécessairement. C'est un potluck d'influences. Mais tout ça pour dire qu'on avait ces premières structures de partition-là. Après ça, la musique a servi de liant à une autre idée qui était d'utiliser un camion pour faire un événement extérieur. Et encore une fois, elle devenait structurante en ce sens-là qu'en ramenant l'utilisation du camion à la musique, encore une fois, sous l'angle dramaturgique, on était cohérent. On se structurait dramaturgiquement en se ramenant toujours à un camion musical ou à un camion instrument de musique. Mais chacun des numéros était plus ou moins à propos de la musique. Il était soutenu par la musique, mais tranquillement, cette première partition-là laissait la place à une autre partition qui était comment on transforme notre camion de numéro en numéro. Donc là venait une deuxième écriture, une deuxième partition qui était maintenant celle de l'évolution de l'utilisation de notre objet. On n'est pas sur le théâtre de l'image, on était dans un développement de l'objet plus art visuel. En tout cas, je ne rentrerai pas là. Là, après ça, il y a eu d'autres utilisations de musique encore. On parlait de Chicken Kitchen tantôt, où on a fait un premier show à numéro. Là, à un moment donné, on était un peu... on n'arrivait pas... Ça faisait quelques fois qu'on faisait ça, la forme... Oui, mais il y a quelque chose qui faisait qu'on trouvait qu'on n'arrivait pas à une étape dramaturgique qui nous intéressait. Puis est venue, à un moment donné, l'idée de la cuisine. Et donc là, tout à coup, l'idée du spectacle à numéro a été est passée en troisième plan en arrière. Elle était là. Ensuite, elle structurait encore un chemin d'avancement. Mais ce qui nous structurait vraiment dans l'écriture de nos numéros scéniques, c'était comment on va faire pour faire un poulet en 1 heure sur scène. Puis là, c'était ça qui devenait la partition qui nous dictait comment construire nos numéros. Et finalement, bon, pour donner un dernier exemple, il y a eu ces grandes performances à grand déploiement, 20, 30, 50 performeurs dehors, où là, il y avait tellement de monde impliqué que là, la musique était hyper structurante. Chacun des petits moments dictait à telle mesure, tu pars, tu prends ta marche, tu montes au 4e étage, tu lances la lettre, tu redescends. À la fin de telle mesure, tu prends ton instrument, tu joues telle autre partie. Et là, il y avait vraiment une organisation chorégraphique de la musique. Et puis finalement, tout à l'heure, dans la discussion, on se promenait beaucoup entre musique et chorégraphie. C'est lequel qui dicte. Tu sais, c'est toujours un aller-retour. Tout à l'heure, on parlait d'être vivant, on va essayer des choses, nos essais nous révèlent des affaires qu'on n'aurait pas pu penser avec notre tête, puis là, on repart écrire avec ça.
C'est la même chose entre la musique et l'organisation de nos actions. À un moment donné, on se dit, pendant la musique, on pourrait essayer ces actions-là, on va l'essayer, puis on fait, hey, non, c'est cette action-là qui va aller vraiment mieux. Et donc là, l'action se met à diriger la musique finalement, puis on se promène un peu entre les disciplines. Pareil comme quand on invente un instrument, même chose. On pense qu'il va faire quelque chose, finalement, l'instrument fait complètement d'autres choses. Et là, c'est l'instrument qui nous dicte ce qu'on doit faire dans le numéro, finalement. La musique n'est pas toujours un point de départ, mais elle en fait toujours partie ultimement. Bruno parlait d'un projet à 50 performeurs avec beaucoup de petites actions, mais finalement, c'est la musique qui nous donnait une impression d'unité dans tout ça. Il y avait chaque petit univers distinct, mais finalement, tout le monde, à sa manière, participait à cette grande musique-là qui se déployait. C'était ça la fonction de la musique, mais la musique a été écrite plus tard dans le projet, après qu'une partie des actions soit décidée, puis qu'on connaisse les performants, puis quel genre d'instruments ils pouvaient jouer, bien là, on s'est mis à écrire pour ces gens-là aussi. Alors là, la musique est arrivée dans un deuxième temps, mais on savait à la base qu'il y en aurait. Ça va toujours dépendre du projet. Des fois, on va écrire des musiques, puis on va se dire, on part de cette musique-là, puis on écrit performativement sur les musiques, mais pour des projets comme 150 cabanes avec tous les performeurs, c'est à un moment donné, c'est l'action qui nous disait « il faut changer de la musique, il faut que la musique dure plus longtemps. » Et donc, on écrit la musique en fonction de ce qu'on veut faire. Et ça se passe un peu tout en même temps. Et c'est là qu'à un moment donné, la musique est un outil structurant dramaturgiquement. Il organise, mais il n'est pas nécessairement structurant dans le développement de l'exercice créatif. À un moment donné, il est à part égale avec les autres. Puis c'est les autres qui vont dire « musique, tu dois faire ça pendant cette quantité de temps-là parce que nous, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qu'on veut faire. » Des fois, il y a des impasses et des petits rapports de force entre bon, ben, qu'est-ce qui va dicter la prochaine étape? Est-ce qu'on peut bouger la musique ou est-ce qu'on doit bouger les actions ou vice-versa? Et puis, il faut jongler avec ça selon la situation du projet. Oui, puis c'est ça, d'un projet à l'autre, ça change complètement. Tu sais, je nous écoute parler, puis il y a des contre-exemples à tout ce qu'on dit, en fait, parce que, par exemple, dans Tomate, c'est peut-être le spectacle où la musique a moins joué un rôle de structure au départ de ce projet-là. Le projet s'est construit sur d'autres intentions, sur d'autres langages. Et c'est d'autres langages qui ne sont pas musicaux, qui ont construit l'espèce de grande trame à l'intérieur de laquelle la musique est arrivée. C'est pour ça qu'on a appelé ça une espèce d'opéra. La musique a été injectée à des endroits précis pour créer une emphase sur certaines affaires qu'on voulait mettre en lumière. Donc, dans ce cas-là, la musique n'est pas venue créer l'espace dans lequel le show a pu se déployer. C'est le langage du conte, le langage des prises de parole politiques qui était très important pour nous, ainsi que tout le langage vidéo, tout le bricolage vidéo. Alors, c'est des affaires super différentes, mais qui ont à elles trois, le conte, la prise de parole politique et la vidéo construit l'espèce de courbe et la musique a juste été utilisée pour vraiment exacerber les intentions qu'on avait à différents endroits. Puis là, on trouvait que c'était vraiment le procédé opératique, c'est-à-dire une superposition de langage avec la musique qui a vraiment un rôle romantique là, de grossisseur d'émotions puis d'intensité. Alors, à ce moment-là, ben, on est allé composer les musiques pour faire ce qu'on voulait que ça fasse sur les textes. En fait, on avait des petits extraits de textes qu'on voulait mettre en musique. Alors, ça a été une approche de la musique complètement à l'inverse de d'autres projets, par exemple dans 150 cabanes, où notre boucle était totalement construite sur la musique et c'est à l'intérieur de ça qu'on a injecté la chorégraphie gestuelle performative. On finit souvent par se garder des traces pour nous aider à une mémoire, se rappeler ce qu'on fait, mais on veut laisser les idées continuer à évoluer et surtout laisser les gens qui vont porter les idées les porter de façon intime et personnelle aussi. Et donc, le travail de l'Orchestre des orchestres, c'est l'amalgame de tous les imaginaires, de toutes les façons de faire, de ses membres. Puis après, c'est l'amalgame de toutes les façons de porter ces idées-là aussi.
Donc, on va souvent évoquer des fictions. Je disais tout à l'heure, on va souvent évoquer des personnages aussi, mais on est d'abord et avant tout nous-mêmes en situation de jeu, mais de jeu jouer à des choses, là, pas jouer se prendre pour un personnage nécessairement.